Merci. Vous connaissez Frédéric Ancel, il exagère, donc je sais que vous referez vous-même le niveau normal. Mais je suis honoré, bien sûr, d'être le parrain de votre promotion. Et puis, pour tout dire, j'étais assez ému même de voir le lien que vous entretenez avec vos professeurs. On se dit, tant que cela existe encore, tant que cela existe, on peut espérer dans l'avenir. C'est tellement important, cette transmission du savoir, peut-être même que c'est ce qu'il y a de plus beau, et peut-être même que c'est le sens de la vie. J'écoutais avec intérêt ce que disait M. Lehu à propos notamment de Condorcet. Et Condorcet, le pauvre, a été quand même condamné à mort. Il n'a pas été exécuté parce qu'il est mort avant, mais il était destiné à la guillotine, bizarrement, puisque c'est un des grands hommes de la Révolution. Et à l'époque, la terreur robespierriste s'est installée et la France a vécu un cauchemar qui a duré bien longtemps, à partir de 92, des massacres de septembre jusqu'à fin 94, et ça n'est pas neutre, cette période. Elle a fondé quelque chose, la terreur. Elle a fondé quelque chose d'un courant politique qui a voyagé à travers les siècles et jusqu'à nous. Le courant robespierriste existe encore aujourd'hui en politique. C'est un courant plutôt souverainiste, pas très fou de la démocratie, pas très vous voyez, bon, je ne veux pas citer des personnalités politiques qui se présentent aujourd'hui aux élections, mais la majorité, hélas, sont robespierristes, ce qui n'est pas très bon signe pour la démocratie à venir. Alors, vous allez travailler, vous êtes des jeunes gens, vous allez travailler dans un monde très bizarre, mais vous allez surtout travailler pour une société très particulière. Vous allez travailler pour quelque chose qui n'a jamais existé dans l'humanité. Elle n'existe que depuis quelques générations. Vous allez travailler dans des états de droit, et dans des états de droit qui, en Europe, nous garantissent la paix depuis 70 ans, ce qui est absolument unique dans notre histoire. Alors, vous allez devoir, et c'est un vrai devoir, contribuer à la prospérité de l'état de droit, des états de droit, car avant d'être le citoyen d'un pays, on est le citoyen des états de droit en général, c'est-à-dire ceux qui respectent les chartes fondamentales, qui respectent les droits humains. Liberté d'aller et de venir, liberté d'expression, liberté de l'individu, respect de la personne, la garantie des droits. Et ce que je voudrais vous dire là, c'est que c'est une très longue histoire qui a coûté très cher et qui commence dès l'Antiquité. Dès l'Antiquité, où des gens ont commencé au IVe siècle, avant Jésus-Christ, 4e, 5e siècle, à penser quelque chose de tout à fait miraculeux, la raison, les idées, la raison. Et à partir de là, la science a commencé à pouvoir se développer, et non plus le mythe, si vous voulez. Et alors ça a été chaotique, avec beaucoup de grandes périodes de régression, mais là est né quelque chose. Et là est né quelque chose qui s'est hybridé avec une autre grande pensée, qui était la pensée juive, la pensée de la loi, et de la loi sans cesse commentée, pour ne pas que sa fixité ne débouche sur la barbarie, pour qu'elle soit sans cesse adaptée à la mutation permanente de la réalité. Et cette hybridation de la raison grecque et de cette pensée qui nous venait de ce qu'on appelle maintenant le Moyen-Orient et qui a voyagé longtemps, elle s'est hybridée. Pourquoi en Europe? Pourquoi chez nous? Pourquoi dans cette zone du monde où vous allez devoir exercer vos talents et vos savoirs? Eh bien parce que pendant des siècles et jusqu'à la découverte de l'Amérique, l'Europe, c'était le bout du monde.
Après, il y avait l'océan et il n'y avait rien. D'ailleurs, encore aujourd'hui, depuis que Trump est élu, je pense que le bout du monde, c'est l'Europe, parce que pour nous, de l'autre côté, il n'y a plus grand-chose. Et c'est très dommageable, puisque ce sont nos vrais alliés, ce sont nos frères en état de droit et nos frères en démocratie. Donc c'est une période difficile, et donc les gens, depuis les tout premiers siècles, quand ils fuyaient des persécutions à cause de l'origine, à cause de la religion, à cause de la politique de Rome, ils fuyaient vers l'ouest, et ils fuyaient aux confins du monde, jusqu'au bout du monde, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest, notamment l'Espagne. Et puis, ces bâtards qui sont arrivés là, ces proscrits, ces gens de mauvaise race, ces gens de la mauvaise religion, au fil des siècles, ça a été un long travail, ils ont subi beaucoup de choses, l'Inquisition, ils ont subi le rejet, ils ont subi des pogroms, mais c'étaient les seuls à pouvoir penser pour l'autre les mêmes droits que pour eux. Leur situation d'exclus, leur situation de rejetés, avec cette fameuse pensée qu'ils étudiaient par les intellectuels, cette pensée grecque, cette pensée juive, ils ont inventé quelque chose que seuls eux pouvaient inventer. Un droit pour tous, un droit pour toute l'humanité. Il n'y a que les bâtards et les proscrits qui ont pu devenir ces grands intellectuels qu'étaient Montaigne ou Erasme et bien d'autres. Il n'y a que eux qui ont pu nourrir cette pensée pour tous. Alors, aujourd'hui, on va sortir de l'Antiquité et du Moyen-Âge et de la Renaissance, et tout ça que vous avez dû quand même étudier. Juste, je voudrais qu'on n'oublie pas que ça a été tellement dur, que ça a été tellement long pour arriver à ce miracle de nos sociétés libres et respectueuses de la vie de chacun. Le commerce y est pour beaucoup, évidemment, parce qu'avec le commerce, voyagent les marchandises, les denrées, mais voyagent aussi les idées, les livres, les pensées, les œuvres, l'art, la culture, dans ce qu'elle a de plus universel, justement. C'est très important. Il y a des choses aujourd'hui qui sont très menacées, qui fondent nos sociétés et qui sont très menacées. Parmi ce qui la menace, les choses qui la menacent, il y a l'incompréhension et la banalité, le manque d'étonnement devant ces choses si précieuses, l'absence d'étonnement dont vous parlait Monsieur Lehu. Je pense qu'il faut cultiver vraiment profondément cet étonnement. Vous voyez par exemple la laïcité, c'est quelque chose qui a fait un chemin énorme depuis la barbarie des sacrifices humains de l'Antiquité. Un jour, c'était pas un jour évidemment, c'était des générations, on a remplacé le mythe avec le sacrifice propitiatoire par le théâtre. Et au lieu de sacrifier des vies humaines, on faisait des représentations théâtrales dans toute la Grèce antique, vous avez vu, c'était très peu peuplé, il y avait des théâtres de milliers de personnes, qui contenaient des milliers de personnes, tellement c'était indispensable, cette révolution du théâtre. On a remplacé le sacrifice humain, les sacrifices sanglants, par le théâtre, quelque chose où des acteurs jouaient à croire qu'ils étaient des personnages, et le public dans la salle jouait à croire aussi qu'ils étaient ces personnages, chacun étant conscient. Et les meurtres, les guerres, les crimes se terminaient avec des acteurs qui se relevaient vivants pour saluer. Ça a été le début de la laïcité. Ça a commencé comme ça. C'est épargner des vies humaines pour faire passer quelque chose de la réalité via l'art. Et puis, la laïcité, elle a suivi un chemin très long au Moyen-Âge, même accidentellement, grâce à des rois qui étaient pourtant très pieux, comme Saint Louis, qui a refusé, c'est un de ses premiers actes de roi, d'obéir au pape et aux commerçants de Paris, d'interdire la persécution des intellectuels de la Sorbonne. Parce que les intellectuels foutaient le camp dans les pays libres, à Toulouse, en Angleterre, mais ils étaient persécutés à Paris. Et le pape soutenait ces persécutions. On persécutait les clercs, ce qu'on appelait les clercs. Et Saint Louis, contre le pape, et pour que Paris soit une ville vivante et cosmopolite,
a dit au pape, toi tu t'occupes de tes affaires spirituelles, moi je m'occupe du temporel et on ne touche plus à ces gens. Donc vous voyez, il y a eu des étapes comme ça. Et puis évidemment, la grande loi de la séparation de l'Église et des États, par exemple des Églises et de l'État, mais elle est l'aboutissement d'un très long processus, très précieux, très important, qui nous fonde, qui fonde nos comportements d'aujourd'hui et la façon dont nous avons de vivre et d'expérimenter nos grandes libertés. Aujourd'hui, la laïcité est attaquée d'une drôle de façon. On veut la relativiser, par exemple. On relativise, on dit oui, mais il y a des excès de laïcité. Excès de laïcité, où est-ce qu'on a vu des excès de laïcité en France ? L'éducation du peuple français est tout à fait admirable. D'ailleurs, on a subi des attentats avec des morts épouvantables depuis 2 ans, et vous avez vu comment le peuple français s'est comporté avec dignité. Il n'y a pas eu de pogrom, il n'y a pas eu de crime, il n'y a pas eu... C'est un peuple éduqué et démocratique. Encore, pour combien de temps ? Étonnons-nous de cela et aimons cela. La laïcité se défend avec beaucoup de passion. Il faut le faire. C'est un des garants de la prospérité de nos démocraties et de nos États de droit. Évidemment, aujourd'hui, on peut être déçu par le défilé de personnalités politiques un peu décevantes qui se proposent à nos suffrages. Certains ont des qualités, mais il manque quelque chose que vous devrez leur demander, peut-être. Il leur manque d'être un peu artistes, c'est-à-dire d'obéir à quelque chose qui les dépasse, d'avoir la force, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on est libre, c'est quand on obéit à quelque chose qui nous dépasse un peu, quelque chose qui relève du bien commun. Et ce bien commun, comment le connaître ? Et vous qui allez exercer sans doute aussi des pouvoirs, parce que vous allez être des cadres, comment gouverner ? Comment exercer l'autorité ? On exerce l'autorité d'abord, et je reviens à l'Antiquité, à ce précepte fondateur, gravé sur le temple d'Apollon à Delphes, « Connais-toi toi-même, sache ce qui se passe au fond de toi et tes besoins pour connaître les besoins de l'autre. » Et pour ça, il faut une culture, il faut du savoir, il faut un travail personnel. Et parfois, on est un petit peu inquiet devant l'absence évidente de travail personnel des gens qui se présentent à nos suffrages. Aujourd'hui, on a un petit problème. On a basé, par exemple, cette campagne électorale, et vous allez vivre sous le prochain président et exercer vos responsabilités, on l'a basée sur la morale. La morale, bon, il y en a un, il a fait des emplois fictifs, l'autre il a fait ceci, l'autre il a fait cela, du coup on parle que de morale. La politique et l'exercice de l'autorité n'a pas forcément toujours à voir avec la morale. La morale, elle doit aller de soi, elle ne doit pas être toujours en débat. Exercer le pouvoir, ça n'est pas simplement discuter le bien et le mal, c'est penser au bien commun, ce qui est beaucoup plus compliqué. Et le bien et mal, aujourd'hui, a envahi, d'une certaine façon, y compris nos systèmes d'information. Nos journalistes ont tendance à nous informer ou à mal nous informer, ou parfois nous informer de façon un peu étrange, notamment quand il y a des attentats, en ayant beaucoup de problèmes pour analyser les causes de ces attentats. Et ces causes, ils disent d'abord, dans les premiers instants qui suivent les attentats, ils disent c'est un déséquilibré, ensuite c'est un loup solitaire, ensuite c'est ceci, cela, pour se rendre compte qu'à la fin c'est un type qui a adhéré à Daesh ou à Al-Qaïda, qui a un réseau. On finit toujours par trouver ça. Mais il y a un refus. Il y a un refus de dire le réel. Et s'il y a un danger qui menace la prospérité de nos sociétés, c'est bien précisément ce déni du réel. Il faut avoir le courage d'affronter la réalité, même quand elle est tragique, avec appétit. Il faut savoir à quoi on est confronté. Et à quoi est lié ce déni de la réalité ? Vraisemblablement, il est lié à la peur. Pourquoi ? Ils ont peur de dire les choses. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient peur. Ils voulaient garder leurs privilèges.
Ils pensaient qu'en disant du bien du monstre, le monstre les épargnerait, ce qui est une erreur. On peut toujours dire du bien du monstre, le monstre n'épargne personne. Donc, il faut vaincre cette peur et affronter cette réalité qui seule peut nourrir un jugement correct dans les décisions que l'on doit prendre quand on exerce l'autorité. La peur, elle est présente dans nos sociétés, mais il faut vraiment la surmonter. C'est tout à fait nécessaire. Il ne s'agit pas d'être héroïque, il s'agit de sauver non pas la planète, mais de sauver l'humanité, c'est-à-dire ce qu'il y a d'humain en nous. Seul, il n'y a que la victoire sur la peur qui peut nous aider à sauver l'humanité en nous et dans les autres. Alors, ce monde, notre monde, nos sociétés sont menacées. Elles sont menacées, évidemment, à nos frontières, à nos confins, à nos marches. Elles sont menacées par des gens qui nous détestent politiquement, qui nous détestent religieusement, mais politiquement. Et ils veulent vraiment nous affaiblir et perturber le système démocratique. C'est leur but. Mais ce n'est pas ce qui nous menace le plus. Ça n'est pas ce qui nous menace le plus. Les guerres à nos frontières et le terrorisme, ce n'est pas ce qui nous menace le plus. Ce qui nous menace le plus, c'est la perte de foi en nous-mêmes et la perte de foi dans cette beauté des États de droit, dans ces États laïques, démocratiques, qui ont inventé des choses absolument formidables. Le droit des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes, le droit des homosexuels, la pénalisation du racisme, toutes ces choses formidables qui garantissent la possibilité du bonheur. Nous avons cessé d'y croire et par peur, peut-être que nous hésitons à défendre ça comme il faudrait le défendre. Ce monde est menacé par lui-même, par l'absence d'étonnement devant cette culture formidable, car vous allez avoir toute une vie de travail devant vous, mais vous ne pouvez pas faire l'économie de la culture. Pourquoi? Non pas parce qu'il faut être cultivé comme Madame Bovary, non. Il faut être cultivé parce que c'est du bonheur, c'est du plaisir, les livres, les arts, la peinture, le théâtre, le cinéma. Il faut que ça soit vital pour vous, ça doit être vital. Vous devez être confronté à ces beautés et tâcher de les comprendre parce que ça va nourrir votre vie et vous donnerez aux autres quelque chose de beaucoup plus efficace et qui fera prospérer la société dans laquelle vous vivez. Voilà. Dans Europe, on dit qu'il n'y a pas d'identité européenne, parce qu'on a des cuisines différentes, on bouffe mieux en France qu'en Allemagne, et encore mieux qu'en Pologne, bon. Mais puis, on danse autrement, on s'habille peut-être autrement, mais on a ensemble les choses fondamentales. Il y a une identité européenne, c'est la culture du droit et des libertés. Et ceci doit toujours nous étonner et susciter en nous un amour profond. Un amour profond, et on doit toujours penser à ces deux métèques qui sont sur l'Agora, en Grèce, il y a 2500 ans. Un qui pense la raison et l'autre qui pense le droit. Il ne faut jamais les oublier, ces deux-là. On ne connaît pas leur nom, c'est pas grave. Ces deux personnes qui sont là et qui discutent ensemble et qui ont mis la folie des croyances de côté. On leur doit tout, ne les oublions pas. Je vous souhaite bonne chance dans la vie à tous.